Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Gérard Collomb, sénateur socialiste et maire de Lyon. Gérard Collomb, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Nous sommes à la veille d'une nouvelle journée de protestation contre la réforme des retraites. À quoi peut servir cette manifestation ? Je crois que malheureusement, on ne fera pas reculer le gouvernement, mais c'est quand même dommage qu'en France, on ne puisse pas établir un dialogue social. À mon avis, si j'étais du président de la République, j'essayerais quand même de rétablir quelques fils avec les organisations syndicales, parce qu'on ne peut pas faire fi de l'opinion de 70% du pays. Mais est-ce qu'on peut faire fi de la loi, puisque le texte est voté ? Non, moi je suis un légaliste. À partir du moment où la loi est votée, elle est votée. Vous voyez, par exemple, nous allons avoir mardi prochain l'adoption de la loi sur les collectivités territoriales. Il est clair que je suis en désaccord. Oui, peut-être. Je suis en désaccord total avec cette loi. Comme élu local, bien évidemment, lorsqu'elle sera votée, je l'appliquerai. François Chérec, le secrétaire général de la CFDT, a été interrogé sur Canal+, sur Jean-Louis Borloo, dans la perspective de son éventuelle nomination à Matignon. Et voilà ce qu'il répond. Jean-Louis Borloo, c'est le numéro 2 du gouvernement. Il porte, comme les autres membres du gouvernement, la responsabilité du blocage du dialogue social dans notre pays. Il était le ministre du Travail quand il y a eu le CPE. Donc on a l'habitude de M. Borloo, qui a un double discours, qui ne dit rien alors qu'il a des responsabilités. Il est co-responsable de la situation. Mais vous lui reconnaissez une fibre sociale ou pas ? Je ne reconnais aucune fibre sociale à aucune personne qui ne s'est pas exprimée sur le blocage du dialogue social pendant 6 mois. Est-ce que vous partagez ce jugement ? Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement n'arrive pas à dialoguer avec quelqu'un comme François Chérec, qui est quand même quelqu'un de plutôt raisonnable, qui voit bien les échéances. Par exemple, sur le problème des retraites, il n'a jamais dit, lui, qu'il ne fallait absolument rien bouger. Et il était prêt à aller vers des systèmes d'évolution. Je crois, par exemple, qu'il a dit par le passé qu'il était prêt à discuter de l'installation en France d'un système à la suédoise qui permettrait d'avoir une retraite par points. Et donc, c'était une piste de dialogue qui permettait à la fois pour le gouvernement de prendre en compte l'allongement de la durée de la vie, de rétablir la situation financière, puis en même temps de dialoguer avec les organisations syndicales. Mais là, en l'occurrence, la question portait précisément sur Jean-Louis Borloo. Est-ce qu'il vous paraît plus social ou est-ce qu'il serait un Premier ministre plus social que ne l'est François Fillon ? Vous savez, je n'en sais rien. François Fillon disait que c'était l'héritier de Philippe Séguin, du gaullisme social. Donc Jean-Louis Borloo, lui, c'est l'héritier du radicalisme. Je ne sais pas si l'un et l'autre peuvent être sociaux dans ce type de disposition, avec un président de la République qui n'a pas tout à fait cette fibre-là. Vous êtes assez sévère sur la réforme des retraites. L'attitude du PS dans ce dossier a fait l'objet d'un sondage. Et selon cette enquête, 61% des Français trouvent que le PS sort du conflit avec une image plutôt dégradée, pour 31% seulement qui trouvent que son image s'est améliorée. Comment interprétez-vous ces résultats ? Écoutez, ça ne me surprend pas. Je crois que le Parti socialiste n'a pas à se mettre, on va dire, à la suite des mouvements de revendication, mais qu'il a à essayer d'anticiper et à dire véritablement ce que lui ferait avec des solutions qui paraissent crédibles. Or, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des différences d'appréciation, que Martine Aubry, par exemple, dit dans un premier temps, il faudra peut-être que l'on regarde l'évolution de la durée des cotisations, que Benoît Hamon, à ce moment-là, la corrige un peu, la reprend un peu en disant « mais non, ça sera de manière radicale les 60 ans ». Tout le monde voit bien qu'il y a un manque de crédibilité dans tout cela, et c'est cette crédibilité-là qu'il faut que nous trouvions. Est-ce que plus globalement, vous avez l'impression que Martine Aubry valorise l'aile gauche du PS pour se renforcer elle-même par rapport à Dominique Strauss-Kahn ? Je crois qu'elle est un peu prisonnière de l'alliance qu'elle a faite. C'est, hélas, là le fruit du congrès de Reims, où cette espèce d'alliance entre à la fois des éléments réformistes du PS, des radicaux, a amené une ligne qui a un peu troublé. Je crois qu'au PS, 70% des élus, des militants sont sur une ligne réformiste. Hélas, ceux qui donnent le ton aujourd'hui, ce sont plutôt les leaders de l'aile radicale. Moi, je le déplore parce que c'est nuisible à l'image d'un parti qui va gouverner dans 2 ans. Vous parleriez, comme Manuel Valls l'a fait, d'un risque de mélenchonisation du Parti socialiste ?
Ah oui, notre ami Mélenchon, il était avec Benoît Hamon lors du congrès de Reims. Lui, il en a tiré les conséquences, il est parti. Mais si effectivement on laisse partir Mélenchon pour reprendre le même discours que lui, évidemment, ce n'est pas la peine que le Parti socialiste existe. Moi, je crois qu'on n'a jamais intérêt à suivre les plus extrémistes et que le Parti socialiste doit se poser comme un parti de gouvernement. Vous voyez, par exemple, Olivier Besancenot, il veut faire la révolution, c'est un autre problème. Nous, on veut gouverner, et on sait qu'on gouvernera dans des conditions difficiles, avec des déficits qui sont déjà immenses. Vous êtes un partisan déclaré de Dominique Strauss-Kahn et de sa candidature. Pendant le G20, il va devoir s'afficher avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que son image risque d'en pâtir dans la perspective des primaires ? Pour moi, ce n'est pas le problème. Moi, ce que j'attends de lui à cette occasion, c'est qu'il réponde à des problèmes qui sont difficiles. Chacun voit bien aujourd'hui en France que les problèmes internationaux sont maintenant des problèmes prégnants. Que par exemple, le rapport entre l'euro, le dollar, la monnaie chinoise sont quelque chose de tout à fait déterminant. S'il propose un certain nombre de mesures aux gouvernements mondiaux pour essayer d'établir une économie mondiale qui soit plus équilibrée, à ce moment-là, il répondra véritablement à l'attente des Français. En termes de calendrier, vous souhaitez qu'il adresse un signe dans la mesure du possible à ses sympathisants pour leur dire s'il sera présent ou pas en 2012 ? Moi, je crois qu'avant le G20, il ne peut pas à la fois être président du FMI puis en même temps candidat en France. Par contre, ça n'interdit pas à ses sympathisants de se regrouper, de travailler ensemble et de faire entendre leurs idées. Ça serait mieux, à mon avis, pour préparer le retour de Dominique Strauss-Kahn. Vous pensez qu'ils peuvent s'avancer davantage qu'ils ne le font actuellement ? Oui, on est, vous savez, tous les sympathisants de Dominique Strauss-Kahn. Oui, par exemple, essayer de faire entendre une voix réformiste. Dire, par exemple, on va avoir le projet sur l'égalité. Sur l'égalité, le projet du Parti socialiste, il y a un peu tout dedans. Il y en a pour les jeunes, il y en a pour les vieux, il y en a pour ceci, pour cela. Dire quelle est la véritable priorité. Pour moi, par exemple, si on me demande en termes de priorité, je dirais que la priorité aujourd'hui, c'est d'essayer de déghettoiser un certain nombre de quartiers et donc d'investir massivement dans la rénovation urbaine. C'est ça la véritable priorité. Et puis le reste dépend un peu de cela. Donc il faut se fixer des choix, sinon il n'y a pas de choix et donc il n'y a pas de politique. Donc ça c'est une de vos priorités. En termes d'alliance à Lyon, vous avez noué une alliance avec le MoDem et vous l'assumez complètement. Est-ce que vous êtes pour cette alliance au niveau national ? Moi j'essaye de rassembler le plus largement possible. J'ai à la fois le Parti communiste, les Verts, les radicaux, le MoDem. Parce que quand on veut gouverner, on ne peut pas gouverner avec 50,5% des voix. Il faut avoir une majorité large, surtout dans ces temps où on va être obligé de prendre un certain nombre de mesures qui vont être difficiles. Vous voyez, les déficits sont absolument extraordinaires. Donc on ne se rend pas compte en France. On ne peut pas aspirer à gouverner seul et plutôt vers François Bayrou que vers Jean-Luc Mélenchon, si vous comprenez bien. On ne peut pas faire les deux. Jean-Luc Mélenchon, je ne dirais pas, parce que Jean-Luc Mélenchon, je le connais, vous savez, il est comme ça, très théâtral, Jean-Luc Mélenchon, mais demain, si on lui propose un poste dans le gouvernement, il ne l'a pas refusé à François Mitterrand, à mon avis, il ne le refusera pas à Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il viendra. Non, il y a une gauche qui veut gouverner, qui sait qu'à un moment donné, quand on est au gouvernement, comme disait Jean-Pierre Chevènement, on est au gouvernement ou bien on ferme sa gueule. Et donc, voilà, c'est cela qu'il faut faire. Il faut avoir des gens qui ont une véritable volonté de gouverner ensemble et qui ne font pas simplement une alliance électorale pour gagner, puis dès le lendemain, qui se disputent sur la ligne politique qu'il faut appliquer. Eh bien, on demandera, quand on aura l'occasion, à Jean-Luc Mélenchon ce qu'il en pense. En attendant, hier, nous avions invité à votre place Rachida Dati, eurodéputée et fan de foot, et qui vous pose une question. Bonsoir Gérard, en cette période de remaniement, je voulais savoir si vous aviez des informations confidentielles ou un petit peu comme un scoop concernant un éventuel remaniement au sein de l'Olympique lyonnais qui vit une période un peu houleuse en ce moment. Je ne vous relancerai pas, allez-y. Je crois qu'il faut attendre le déroulement des matchs, comme l'a dit le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Vous voyez, par exemple, le dernier match contre Lisbonne, match absolument extraordinaire, on est mené 4-0. Donc c'est une catastrophe pour l'Olympique lyonnais. Et puis,
on remonte et finalement on perd 4-3. Ça veut dire qu'au goal average, c'est meilleur comme score que si on avait eu par exemple simplement 1-0. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et il faut laisser quand même les entraîneurs être maîtres de leur équipe pendant quelque temps. Parce que vous savez, en France, dès que quelque chose ne va pas, pof, l'entraîneur gicle. Il y a aussi des contre-exemples. Il y a des contre-exemples. Peut-être qu'on les a, ceux-là, laissés trop durer. Mais quand même, Claude Puel, l'an dernier, on est allé en demi-finale de la Champions League. Donc laissons-le un peu travailler, puis on verra au mercato. Gérard Collomb, merci beaucoup et rendez-vous lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro avec l'économiste Elie Cohen. Merci. Au revoir.